Culture et confiture, l'émission qui ose, qui vulgarise la psychologie, la philosophie, les dogmes, les croyances ou encore les neurosciences sur Human Connex. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Human Connex dans l'émission Culture et Confiture, l'émission qui vous parle de dogmes, de croyances dans notre société, entre autres. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, on va parler des mécanismes et techniques de manipulation mentale, manipulation d'opinion publique. Vous le savez certainement, c'est un véritable carnage psychologique qui souvent se transforme en véritable carnage, cette fois-ci psychosomatique, tic, et qui nous rend complètement toc-toc. Et puis surtout détruit l'humain dans son unité, dans sa globalité, ou en tout cas les plus fragiles d'entre nous. Et je vais retrouver notre ami Gilles Gongalves, et c'est avec plaisir que je le retrouve, spécialiste en neurosciences, qui est maître praticien en thérapie brève neuro-intégrative. Bonsoir Gilles. Ça va Gilles? Bonsoir Dom, t'es en forme? Ouais, on essaie, au vu de l'actualité. On va baser cette interview justement en phase avec l'actualité sur, je le disais il y a quelques instants, sur les manipulations mentales pour globaliser tout ça, à travers l'utilisation des biais cognitifs, des fameux nudges que j'ai découverts, les autres ressorts psychologiques également, l'utilisation de la peur. On va parler des VACOG. Qu'est-ce que c'est que le VACOG? On va en parler aussi. Est-ce que la sidération est fabriquée, entre autres? Qu'est-ce que c'est que la sidération, justement? On n'a pas toujours une bonne définition, d'ailleurs, de ce mot. Et puis, l'utilisation de la propagande, du conditionnement dès notre entrée à l'école, que connaissent fort bien les politiques pour l'utiliser, cette manipulation mentale. Et puis, ça se retrouve également dans les écoles de commerce. On y va, Gilles? C'est parti. On est parti, Dom. Allez, on va évoquer la première chose, avant de parler de toutes ces manipulations. Souvent, on est sujet face à des événements qui arrivent dans notre vie, mais ça peut être également face à une actualité assez violente que l'on va voir à la télé. On a un endroit du cerveau, ça s'appelle, c'est l'amygdale, et qui réagit un petit peu comme un système d'alerte, j'ai envie de dire. Et j'ai envie de savoir quel est le rôle de cette amygdale, Gilles. Alors ça, c'est une zone cérébrale qui imprime toutes les émotions en fait et les collige de manière à avoir une espèce de banque de données de réactivité émotionnelle plus ou moins appropriée. Voilà ce qu'elle fait, cette amygdale. Donc elle réagit uniquement aux émotions. C'est absolument pas rationnel. D'accord, ça dépend de ton passé, ça dépend de ton vécu, ça dépend d'énormément de choses. Et ces choses prévécues te mettent en réaction émotionnelle instantanément. Et alors, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas le cerveau par lui-même, c'est-à-dire que ce n'est pas l'intellect qui agit, c'est-à-dire que l'amygdale reçoit des informations sensorielles, j'ai envie de dire, c'est ça? C'est ça, c'est elle qui imprime et qui trie tout ce qui est émotionnel. Donc le sensoriel, évidemment, est une voie d'impression des émotions, mais pas que. Donc, en fait, c'est elle qui régit un petit peu face à un événement. On va choisir la fuite, le combat et le fameux mot qui est la fameuse sidération. C'est ça ou pas? C'est-à-dire, si on prend un homme préhistorique face à un dinosaure, bon, ça nous arrive moins aujourd'hui, il faut dire. Mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est ce cerveau-là qui réagit ou pas? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais effectivement, là, tu es en train de mettre en avant les 3 grandes modalités de réaction par rapport à une information. Par rapport donc à une information difficile, parce que j'imagine que c'est ce que tu veux mettre en avant, parce qu'une information facile, ça ne nécessite ni fuite, ni combat, ni sidération. Donc, dans le cadre d'une information extrêmement difficile et douloureuse à encaisser, on a plusieurs modalités, et il y en a une qui consiste à effectivement mobiliser les catécholamines, l'adrénaline, la noradrénaline, pour fuir l'information. Il y a une autre possibilité, c'est de combattre cette information, s'y opposer, argumenter autre chose. Et la troisième, qui est conditionnée de toute façon par un certain contexte, t'emmène à plutôt être sidéré. Mais celle-ci, cette dernière, c'est dans le cas où tu ne peux pas combattre, tu n'as pas l'impulsion de combattre, on va dire ça comme ça, tu n'as pas l'impulsion de fuir. Est-ce que c'est valable face à, voilà, j'ouvre ma télé, je tombe sur des bombardements en Ukraine,
Évidemment, c'est choquant, il y a des civils. Je préfère éteindre la télé que de regarder ça. Est-ce que ça, c'est une fuite? C'est ça. Si l'information est trop forte, tu peux être enclin avec ta télécommande d'éteindre ta télévision de manière à ne plus voir cette information qui te perturbe. Absolument, c'est une fuite. Est-ce qu'on peut se trouver en sidération devant une information? C'est-à-dire, je ne sais pas quoi faire, donc j'éteins la télé. C'est la suite? C'est la suite de la fuite? Non. Non, la sidération, c'est vraiment dans le cas où tu ne peux pas éteindre ta télé, tu ne peux pas commenter d'une manière agressive l'information. Tu sais, tu peux t'opposer à ce qui est dit par la télévision en émettant tes petits commentaires. Je ne suis pas d'accord, ils disent n'importe quoi. Ça, c'est déjà une forme de combat. Dès l'instant où tu as cette réaction-là, tu n'auras pas une réaction de sidération. Pour qu'il y ait une sidération à proprement parler, je peux t'emmener en termes d'exemple à considérer le premier confinement, qui est un cas typique de sidération. On nous a emmenés là-dessus. Et pour qu'un être humain soit sidéré, il faut quand même quelques ingrédients. Et pendant ce premier confinement, a été mis en place 2 ingrédients qu'il ne faut surtout pas mettre ensemble, qui sont explosifs et qui t'emmènent obligatoirement dans une sidération. Le premier ingrédient, c'est de t'emmener à considérer qu'il y a une peur, qu'il y a une mort qui va t'attraper à un moment donné. Donc, tu as extrêmement peur de mourir, tu as une information délétère comme celle d'un virus qui peut t'attaquer à n'importe quel moment, te prendre la santé et la vie, malgré toi, malgré tout ce que tu peux toi, concevoir en termes de protection, etc. Et le deuxième ingrédient, c'est de te bloquer chez toi. C'est de te dire justement, tu ne peux pas lutter, tu ne peux aller nulle part, tu es obligé de subir. Donc, une peur un ingrédient qui peut te tuer à n'importe quel moment, plus l'impossibilité de fuir de chez toi, puisque tu es confiné, ou de combattre, puisqu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il va faire, ce virus. On n'a pas de traitement, en fait. On t'enlève et la fuite et le combat, t'emmène obligatoirement dans la sidération. En tout cas, pour beaucoup. D'accord. Donc, en fait, c'est un petit peu la mise en place, pour information, de ce qui a été fait par le gouvernement volontairement, en s'appuyant sur des leviers psychologiques et des techniques qui font que tout le monde se met à obéir en jonglant sur la peur, qui m'amène tout doucement à aller sur ce qu'on appelle, je l'ai évoqué tout à l'heure, le fameux VACOG, qui est très utilisé en PNL, la programmation neurolinguistique. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le VACOG? Et ça, comme ça, on va rebondir ensemble sur les choses qui se sont passées. C'est quoi le VACOG, en fait? Alors là, tu es en train de me parler d'autre chose, c'est le mode de transmission de l'information. C'est ça, Donc, c'est ça. Mais l'information qui est lié. se transmet d'une manière visuelle, auditive, kinesthésique, donc c'est ton ressenti, la kinesthésie, d'une manière gustative et d'une manière olfactive. Voilà, donc, VACOG pour préciser. VACOG. Voilà. Je n'ai pas forcément mis dans l'ordre, Voilà, mais on est sur les 5 sens en fait qui impactent l'information. C'est ça. Donc en fait, durant le confinement, ce qu'on veut dire, c'est que on nous met chez nous, donc déjà on est bloqué, donc la kinesthésie, on a dit le ressenti, on peut se sentir oppressé, on va se sentir au niveau visuel un peu attaqué avec tout ce qui est dit à la télé, parce que l'ouïe est là également, donc entre le nombre soi-disant de personnes qui sont à l'hôpital, le nombre de personnes qui sont pas atteintes, mais en tout cas qui auraient le virus, crée une panique monstre à l'intérieur de nous. Donc là, on est bien d'accord qu'on est aussi sur des leviers très psychologiques. Et à ce sujet, je voulais juste préciser que les Anglais, entre autres, et y compris ce cher monsieur Delfrécy, a bien précisé qu'ils avaient utilisé les leviers de la peur volontairement pour que les gens se vaccinent. Je dis ça juste comme ça. Est-ce que le VACOG, vous pouvez vérifier au passage, c'est très facile, on le retrouve. Est-ce que ce VACOG qu'on peut utiliser de manière positive est également utilisé comme tout de manière intrusive et négative dans ce cas-là? Oui, absolument, puisque la conscience, on va dire le cerveau, pour parler d'une manière un peu plus moderne, ancre tout ce qui se passe. Si ce qui se passe est répété. Donc, il suffit d'emmener de l'information depuis la télé. Et depuis la télé, ça représente ce qu'on appelle une barrière faible. C'est-à-dire que tu n'as pas d'effort à faire, tu es assis sur ton canapé et l'information vient à toi. Tu n'as pas besoin d'aller toi la chercher, la réfléchir. Elle est prédigérée, prémâchée.
pour plein de raisons, en fait. Elle est acceptée. Donc, on appelle ça une barrière faible. Et si cette information est répétée plusieurs fois par jour, tous les jours, elle devient ancrée à l'intérieur de toi. Elle ne bouge plus. Elle devient en fait le socle de ta réflexion première. Donc, toutes les images que tu reçois, tout ce qu'on te raconte, vient se colliger à l'intérieur de toi, se fusionner et devient donc ton socle de réflexion. Tu as parlé de tout se mettait dans le cerveau en termes de mémoire. Vu qu'on a la mémoire, on a dit sur le ressenti, kinesthésique, Kinesthésique, oui. on va l'avoir une mémoire visuelle et ainsi de suite. Ça va dans le cerveau ou est-ce que c'est une mémoire qui s'imprime dans le corps? C'est très dur de localiser la mémoire. Certains disent que c'est dans le cerveau, certains autres disent que c'est une mémoire cellulaire globale. Donc, c'est un débat qui est un petit peu compliqué, mais qui ne change rien au principe d'impression de l'information à l'intérieur de toi à travers ces 5 sens, qui est le VACOG. Donc, du coup, il faut bien prendre le poids de ce qui se passe. Dès l'instant où tu es chez toi, dans ton cadre habituel, dans ton salon, donc tu visualises ton salon autour de toi, les différentes personnes qui sont aussi chez toi, et cette télévision, en fait, tu as un VACOG général, à tel point que lorsque tu rentres chez toi, que tu t'installes devant la télé, il y a déjà un pré-stimulus qui a été déjà engrangé précédemment par les informations que tu as reçues. Il était préparé comme un réflexe. Donc, il faut quand même prendre en compte que l'endroit où tu vis est source, le contexte dans lequel tu prends l'information est source d'impression cognitive encore plus forte. Exemple. Tu sais, tu penses à quelque chose et puis tu changes de pièce, tu t'oublies, tu reviens dans la pièce précédente dans laquelle tu avais pensé à quelque chose et tu t'en souviens de nouveau. Ça veut dire que le contexte dans lequel tu enregistres est extrêmement important. C'est la notion d'ancrage. Non seulement tu ancres l'information, mais tout ce que tu as perçu avec, y compris chez toi. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, même rentrer chez toi et te mettre devant la télé provoque un stress, plus ou moins conscient. Et si je regarde la télé chez quelqu'un d'autre, avec les mêmes informations, est-ce que je récupère quand même des données une partie du VACOG, bien sûr. Une partie, voilà, d'accord. Bien sûr. Okay. Alors, ça me fait un petit peu rebondir, parce que derrière le VACOG, on a compris qu'on part de l'amygdale, ensuite on part des ressentis, qu'on va justement avancer ensuite sur les fameux biais cognitifs. Qu'est-ce qu'on appelle justement les biais cognitifs? Les biais cognitifs, ce sont les comportements spontanés qu'on va avoir face à une information, à un environnement, face à ce qui se passe autour de toi, mais de manière automatique et non rationnelle. Ça, c'est la définition qu'on pourrait donner tout de suite. C'est-à-dire qu'on réagit par rapport à quelque chose, il y a une réaction automatique qui n'est absolument pas rationnelle du tout. Ni Je peux te l'illustrer à travers beaucoup d'études qui ont été faites. Tu en retrouveras aussi sur YouTube et c'est assez intéressant de regarder ça. Imagine une salle d'attente de médecins dans laquelle il y a une dizaine d'acteurs qui sont payés donc pour l'expérience. Et puis, à un moment donné, tu as un vrai patient qui rentre, qui s'assied dans cette salle d'attente, qui attend son tour, évidemment. Et imagine qu'il y a un petit signal bip auquel les 10 acteurs réagissent en se levant. Ils arrêtent de lire leur journal et ils se lèvent. Donc, tout surpris, j'imagine bien que le vrai patient, lui, regarde tout ça, on se demande pourquoi ils réagissent à ce stimulus, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est pas rationnel, il ne comprend pas. Une deuxième fois, il y a ce bip. Pour la deuxième fois, les 10 acteurs se relèvent et de nouveau, le patient est en phase d'analyse, d'observation, qu'est-ce qui se passe, toujours pas. Tu sais, la troisième ou quatrième fois que ça va se reproduire, dès l'instant où les acteurs vont se lever, lui, il va avoir exactement la même manœuvre. Il va épouser, en fait, la réaction collective en ne sachant pas pourquoi, mais en obéissant à cette espèce de loi collective qui fait qu'il se dit j'ai dû rater quelque chose, et puis si la masse fait ça, c'est parce qu'il doit y avoir une raison qui m'échappe, donc je vais le faire, ne serait-ce que pour ne pas passer pour un débile, mais aussi parce que la masse représente, la collectivité représente une forme de sécurité archaïque. Il faut savoir que quand tout le monde court dans un sens, ça veut souvent dire qu'il y a un danger quelque part que tu dois fuir. Donc du coup, la masse, le mouvement de masse est un signal protecteur, normalement. Donc tu peux en jouer comme tu veux pour faire adhérer ou
ou créer des comportements plus ou moins fictifs chez les gens. C'est ce qu'on appelle le biais de conformisme, qui est, alors moi j'avais noté, qui est la Un biais de tendance et à conformité, effectivement. Ouais. conformité, c'est ça, et à Ouais, penser et à agir comme les autres font. D'accord. C'est ça. Et alors, comment se fait-il que parfois, on va regarder justement des infos et effectivement, on va se sentir un petit peu seul, parce que c'est-à-dire que globalement, tout le monde est d'accord avec ce qui est dit à la télé, mais c'est parce que tout le monde est d'accord avec ce qui est dit que c'est obligatoirement vrai, et on va avoir quand même, en cherchant d'autres sources, s'apercevoir que ce n'est pas forcément vrai. On est un petit peu le vilain petit canard quand même, hein, de ce côté-là. Il y a plusieurs facteurs dans ce que tu énonces. Il y a le biais de conformité qui fait que c'est plus rassurant, c'est plus douillet de penser comme tout le monde. Et puis, tu évoques aussi en même temps le biais d'autorité. C'est-à-dire que dans ce cadre qu'est la télévision, tu as validé que l'information était normalement vraie, parce qu'on n'a aucune raison de te mentir, et ce depuis des dizaines d'années. Tu l'as intégré en regardant chacun des journaux télévisés. Donc, c'est vraiment bien ancré en toi. Et donc, à travers cet écran, puisque tu as ancré que normalement c'était vrai, n'importe qui dispose d'un titre social, ou comme un médecin, par exemple, un virologue, ou quelqu'un qui a une forme d'importance dans son discours par rapport à l'information qui va être donnée, dès l'instant où il y a un titre fort, il fait autorité. Donc, c'est une double impression. Non seulement le cadre de l'information doit être juste, puisque c'est la télé mainstream qui te l'emmène, que tu as précédemment validé, et en plus, il y a des figures d'autorité qui, elles, savent à ta place. Donc, tu n'as aucune manière de mettre en doute ces deux axes qui convergent sur toi. Alors, comment se fait-il? Parce qu'on peut aussi avoir un biais d'autorité autre, trouver des sources en cherchant un petit peu avec des universités aux États-Unis. On pourrait parler justement de la Covid, qui vont complètement dans le sens inverse, mais celles-ci, on n'a pas envie de les écouter. Et pourtant, elles sont nombreuses. Alors, on n'a pas envie de les écouter, ça dépend qui. Oui. Parce que d'une manière classique, dès l'instant où tu as validé des choses qui construisent le socle de ta pensée, déconstruire ce socle, qui peut être en fonte, en fusion de tout ce que tu veux, en acier trempé, ça va être très compliqué pour certains. C'est-à-dire se trouver confronté à soi-même, c'est ce qu'il y a de pire. Se voir avoir été roulé dans la farine, devoir déconstruire sa pensée, c'est quelque chose que peu de gens sont capables de faire. Donc ça va dépendre des individus. Et il y a des personnes qui sont plus sensibles au collectif que d'autres, ce qui fait que certaines personnes sont un peu plus libres intérieurement pour aller chercher d'autres types d'informations, parce que le poids collectif est un petit peu moins fort. Après, évidemment, le biais cognitif, parce qu'on s'est demandé si c'était un automatisme, donc oui, par défaut. Est-ce qu'on peut le travailler? On va y revenir tout à l'heure, parce qu'on va vous donner quelques petits conseils à titre individuel pour essayer de respirer, ne pas se sentir oppressé. Ça sera sur la fin, ça sera les dernières questions pour les enfants, pour nous les adultes et ainsi de suite. On va essayer de trouver des petites solutions. Tu en avais déjà apporté à travers des petites vidéos que tu avais fait il y a déjà 2 ans. Et on en reparlera tout à l'heure. Moi, ce que j'aimerais savoir, justement, maintenant, on va attaquer, on va parler anglais. Le fameux nudge, N-U-D-G-E. Le nudge, c'est quoi, justement? C'est aussi des leviers psychologiques qui sont utilisés. Le nudging, ça englobe beaucoup de matières, un peu les neurosciences, la psychologie et les sciences sociales en même temps. Donc, le nudging, c'est l'art de donner le petit coup de pouce pour orienter une personne ou la collectivité à penser dans un sens ou avoir un comportement qu'on lui induit, en fait, pensant que ça vient de lui. Alors, les exemples les plus flagrants que tu vas trouver sur Internet qui sont assez drôles sont ceux, par exemple, qui ont été mis en place à l'aéroport d'Amsterdam, je crois, dans les urinoirs, pour hommes évidemment. Comme l'hygiène était assez lamentable, l'idée de ce fameux comportement type qu'on veut de toi a été mis en place à travers le fait qu'ils ont mis une petite mouche au fond de l'urinoir, de manière à obliger ces messieurs à être un peu plus précis, en fait, ce qui fait que d'une manière hygiénique, il y avait beaucoup moins de saleté autour, quoi, si tu veux. Ça, c'est un nudge. Il y en a un autre très connu que tu trouveras aussi sur Internet, c'est dans une multinationale dont le bâtiment comporte plusieurs étages. Et donc, pour accéder à ces étages, il y a 2 possibilités, soit un escalator, donc
automatisé, tu n'as rien à faire, tu montes tout seul, ou des escaliers classiques pour inciter les employés à faire un petit peu d'exercice. Ils ont peint ces escaliers comme les touches de piano et les ont sonorisés de la même manière, de telle sorte que ça devient un jeu, donc une barrière faible de nouveau, et qui fait que spontanément, les employés vont emprunter ces escaliers et faire un petit peu d'exercice. Donc le nudging te pousse à aller dans une direction spontanée que tu n'as pas choisie, mais dont tu as la sensation qu'elle provient de toi, de manière automatique. Donc, tu as l'impression que c'est toi qui fais le choix. C'est ça. Alors, on te fait croire que le nudging, c'est une question de choix limitée, mais dans l'art de la manipulation sociale, commerciale, en fait, c'est tellement bien induit que tu n'as aucun choix. C'est un peu ce qu'on utilise à la base. Je crois que le nudging, c'est utilisé dans les techniques de vente, justement pour induire et plutôt vendre tel produit plutôt que celui-ci. C'est-à-dire qu'on va trouver tous les arguments sur celui-ci et pas forcément beaucoup pour l'autre. Et donc, par défaut, on se dit, je vais plutôt prendre celui-ci. Mais en fait, c'est dû aux arguments qui ont été apportés. C'est ça? C'est typique. Tu dévalorises un produit pour en valoriser un autre. C'est une forme primitive de nudging, effectivement. D'accord. Alors, dans le nudging, il y avait un qui a été un petit peu un gros mensonge. Alors, pour les sceptiques, exemple d'un article tiré d'une enquête de France Inter. On va rester sur le Covid. Dès le 28 novembre 2020, indiquant que plus de 10 millions de Français utilisent déjà l'application Tous Anti-Covid. Ils ont rajouté également, ils sont alertés plus tôt en cas de contact avec le virus et ont un accès à un test. En fait, ça a toujours été faux. Il n'y a jamais eu 10 millions de personnes au moment où ils l'ont lancé. Et en plus, personne n'est prévenu réellement s'il y a du monde autour. Ça a été un plantage de nudging qui a été mis en place justement. C'est pour dire aussi qu'il faut quand même faire très attention à ce qu'on nous dit parce qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient dit pas mal de choses. Au passage, Delfrécy, il y a eu aussi en Angleterre, ça se retrouve très facilement sur Internet. Ils ont bien avoué qu'ils utilisaient la peur pour contraindre les personnes à se vacciner, entre autres. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas trop si c'est pour nous protéger ou pour vraiment nous vacciner ou pour nous faire peur. Bon, voilà, il y a quand même beaucoup de manipulation à l'intérieur. Voilà, petite précision, ça se trouve très facilement, j'invente rien. Oui, c'est vrai, bien sûr. Voilà, parce que les fake news viennent, entre autres, effectivement, de gens qui les construisent à tort, malheureusement. Et on a quand même aussi nos chers dirigeants qui en mettent pas mal. Là aussi, il suffit simplement de vérifier un petit peu. Les fake news, pour rebondir dessus, c'est du nudge gouvernemental, c'est la pensée unique. C'est obtenir l'adhésion de l'opinion publique. Ça, c'est assez typique. Faut pas oublier qu'il y en a quand même des fausses, parce que je veux dire, c'est quand même un peu une chose qui me trouble, tiens, puisqu'on est dessus, c'est parfois mettre une photo avec aucun commentaire et que tout le monde s'excite dessus sans savoir d'où elle vient, ni pourquoi, ni comment. Donc, parfois, elle ne vient pas de nos chers gouvernants, elle est totalement improvisée et tout le monde s'énerve, mais on ne sait ni la source, ni rien du tout, ni le contexte et ni l'année, parfois. Ça aussi, c'est quand même un petit peu de la manipulation, je trouve, malheureusement. Ah, tiens, celle-là, fallait que je la lise. Entre autres, c'est un écrivain. Donc, ça date déjà des années 70. C'est Lyle Hartford Van Dyke. Je m'excuse si je l'ai mal dit, mais qui disait, pour maintenir le public dans l'ignorance, la bêtise et la peur, parle de justement faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage. Donc là, on part entre guillemets, la qualité de l'éducation donnée aux classes inférieures doit être la plus pauvre, de telle sorte que le fossé de l'ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure incompréhensible par les classes inférieures. Extrait de Armes silencieuses pour guerre tranquille. Ça t'inspire? C'est tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre société moderne. Visiblement depuis la Seconde Guerre mondiale, principalement. Ouais. Appauvrir la quantité de construction de la pensée, appauvrir le langage, appauvrir les connaissances, emmener les gens à être des sortes d'objets, des pions utilitaires et fonctionnels pour la société. Chacun est à sa place. Et puis surtout bien découper les étages de décision et d'autorité de manière à ce qu'à un niveau, on ne sache pas ce qui se passe au niveau plus haut, qui lui-même ne sait pas ce qui se passe au niveau plus haut, et ainsi de suite.
Comme ça, toute la pyramide du haut vers le bas peut collaborer sur l'idée de quelqu'un sans pour autant être en conflit, puisque tu ne connais pas l'objectif de ce fameux quelqu'un qui est en haut et tu collabores parce que c'est ton boulot qu'on a découpé selon le cadre de tes compétences. Tu vois, tu parlais du langage. Hop, on passe au suivant. On va parler du fameux novlangue ou encore la fameuse langue de bois. J'ai envie de dire enfumer ses interlocuteurs, la langue de bois ou encore laisser planer un doute dans les échanges. On va parler enfin, on va pas parler de lui, mais la fameuse novlangue, ça vient de George Orwell, qui était écrivain dans les années 30, 40, 50, penseur et qui avait inventé dans son roman dystopique 1984 la fameuse novlangue, un langage dont le but est l'anéantissement de la pensée. Je vais dans ton sens, Gilles, la destruction de l'individu devenu anonyme, l'asservissement peuple. On parlera aussi de l'excellent Franck Lepage. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. C'est un petit peu ce que tu disais. La novlangue, toi, tu aurais des exemples peut-être à nous donner de certains échanges qu'on peut avoir parfois? Oui, alors la novlangue, c'est assez facile à voir dans la vie de tous les jours. Hein. C'est enlever toutes les nuances possibles dans un discours. C'est-à-dire, tu as une pensée unique, construite d'une manière extrêmement simple pour que n'importe qui puisse y adhérer très simplement, sans pouvoir y mettre d'opposition, parce qu'on ne lui a pas donné la substance à ce qu'il puisse y mettre d'opposition. C'est-à-dire, il n'a aucune autre référence qualitative ou quantitative pour construire sa propre pensée et s'opposer à ce qu'on lui dit. Donc, il n'y a aucune nuance possible. C'est un appauvrissement de l'intellect et de la langue. Et du coup, si une chose est tellement pauvre qu'elle ne peut pas être dite, parce que tu n'arrives pas à la construire, en gros, elle n'existe pas, puisqu'elle n'est pas émise. Donc, tu te retrouves face à une impasse parce que la plupart des gens n'arrivent même pas à exprimer ce qu'ils ressentent. Ça fait partie de ce que tu appelles novlangue, en fait. Hein. Après, moi, je dirais que communément, on le retrouve dans plein de domaines sous des formes diverses et variées, comme les phrases toutes faites. Les phrases toutes faites qu'on trouve en énergétique, en spiritualité, en psychologie, pour se rassurer. C'est de l'ordre de « Ah ben, si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire. » Tu vois, ce genre de phrase qui ne veut absolument rien dire, dans lequel on t'enlève tout esprit critique, on t'enlève la ténacité, parce que si tu as un projet qui n'arrive pas à se faire, c'est pas parce qu'il ne doit pas se faire, c'est peut-être qu'il faut que tu persévères, que tu t'accroches, que tu y mettes plus d'autres ingrédients qui te manquent, etc. Donc, ces phrases toutes faites sont délétères pour l'individu. Elles l'emmènent à plonger vers le bas, à ne pas s'exploiter, à ne pas s'exprimer, mais au contraire, à se déstructurer et se contenter de peu, en fait. On retrouve quand même aussi des phrases assez destructrices en termes d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, je vais parler de Franck Lepage, comme il dit, les licenciements dans une entreprise sont devenus des plans de sauvegarde de l'emploi. Ou alors, avant, les pauvres, on les appelait les exploités. Aujourd'hui, ce sont des défavorisés. On va retrouver, on ne licencie plus, on l'a remercié. Il faut toujours qu'il y ait une espèce de connotation pour pas que l'opinion soit trop à partir dans tous les sens. Oui, il n'y a plus de nuance, il n'y a plus d'opposition possible, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Dans les entreprises, tu vas trouver ça, puis tu vas aussi trouver le fameux employé du mois. Donc, tu as la photo de l'employé du mois qui est diffusée partout, de manière à ce que toi, déjà, tu te sentes tout pas bien, nudgé, du coup, parce que ça fait partie du nudging, où tu ressens la nécessité, peut-être toi-même, d'être cette fameuse personne admirée par l'ensemble de la collectivité dans ton entreprise. Donc, tu vas essayer de te dépasser pour être ce fameux employé du mois. On t'a pas dit deviens-le, on t'en a montré. Donc, de toi-même, ça peut susciter l'envie de l'être. C'est ça, le nudging, et puis l'appauvrissement aussi des nuances possibles, de l'opposition, du discernement qui dit, après tout, ce gars-là, peut-être que c'est un mouton crétin qui est en train de se tuer pour le projet d'un patron. Ça veut dire que déjà, il est employé, il n'a pas de projet à lui, il épouse le projet de quelqu'un d'autre. Donc, ça, on te l'enlève de la tête, du coup. Donc, du coup, ce n'est plus un patron, mais c'est un collaborateur. Et c'est un collaborateur, ce qui vient un petit peu flatter ton statut d'employé. Alors là, on a fait un petit peu le tour. Il faut résumer à travers les biais cognitifs, comment ça se passe. C'est vrai qu'on est un petit peu aveuglé. On est malheureusement un petit peu contrôlé par notre chimie du corps avec la fameuse amygdale. Il y a des choses où on a du mal un petit peu à passer outre. Tu parlais tout à l'heure, peut-être qu'on manque un petit peu de volonté. Est-ce qu'on a envie d'avancer? Eh ben, on va arriver surtout aujourd'hui, surtout qu'on est quand même
on peut quand même percevoir que c'est assez difficile de vivre au flux et reflux d'informations en continu, de fake news, y compris d'organismes dits de confiance, j'ai envie de parler de l'État. Et puis, c'est sûr qu'il est plus facile, comme je le disais tout à l'heure, de manipuler une foule qu'un individu. On est d'accord, c'est pas moi, elle n'est pas de moi la phrase. Hein. Mais à titre individuel, comment un adulte peut se protéger à travers tout ça, à titre individuel? Comment est-ce qu'on peut reprendre confiance en soi? Est-ce qu'il y aurait des petites choses qu'on pourrait faire pour ne pas se sentir submergé à travers tout ça, à travers toutes ces manipulations? Alors ça, c'est un débat très compliqué parce qu'il va dépendre du contexte de vie que tu as. Si par exemple, tu es salarié, que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, s'opposer à une obligation vaccinale dans ton entreprise, ça va être très dur. Donc intellectuellement, certains préfèrent refouler l'idée qu'on s'est moqué d'eux, de manière à épouser plus facilement l'obligation vaccinale, de manière à ce qu'ils puissent continuer à travailler et à toucher leur salaire et subvenir à leurs besoins. Donc, tu sais, c'est très conditionné par ta propre vie. Plus tu as des revenus un peu plus tranquilles, plus tu peux, si tu es un peu plus ton patron, je dirais, tu peux plus facilement faire face à ces espèces de chantage incessants sur toi qui font des leviers à travers lesquels tu n'as plus le choix que d'obtempérer et d'obéir. Donc, en fait, c'est conditionné par ton environnement. Après, il y a des personnes qui ont un cerveau qui est hacké plus facilement que d'autres de par les barrières dont je te décrivais, qui sont des barrières faibles ou des barrières fortes. Les gens ont horreur de penser tout seuls, ont horreur de s'acharner à essayer de comprendre quelque chose, mais sont plus enclins à ce qu'on leur donne des solutions toutes faites si déjà ça peut les rassurer tout de suite. Il y a une solution, ok, c'est un exemple un peu bébête, mais très illustrant de ce que je raconte. C'est un catholique qui demande au curé, mais après la mort, il se passe quoi? T'inquiète pas, il y a Saint-Pierre qui est là pour toi. Puisque tu es baptisé, tu vas aller au paradis. Ouf. Bon, que ce soit stupide ou pas, en tout cas, c'est rassurant pour le catho et ça va très bien. Donc, on aime être rassuré plus que être des êtres rationnels. Donc là, déjà, ça peut être très compliqué pour beaucoup de monde. Après, je dirais, pour ceux qui ont la capacité de s'extraire un petit peu du moule, c'est effectivement d'aller chercher les informations tout seul. Le monde est construit sur l'intérêt. Déjà, ça, c'est la base. Donc, la première des choses, c'est savoir qui a intérêt que ça se passe comme ça. Certains diraient, dans la guerre comme dans le commerce, il faut suivre l'argent. Et là, tu ne peux pas te tromper. Parce que tout est par intérêt. Une guerre, c'est par intérêt. Une économie, c'est pour un intérêt pyramidal. Ce n'est pas pour toi, toi, tu es un pion. Donc, l'intérêt, la productivité, les bénéfices, c'est pyramidal. Ça va vers le haut. L'industrie agroalimentaire fonctionne par intérêt. C'est produire de la masse pour avoir les plus grands rendements possibles, les plus grandes marges possibles, de manière à pouvoir commercialiser le plus possible. Que tu sois un bon consommateur, justement, c'est l'intérêt de l'industrie. La pharmacie, c'est exactement la même chose. Hein. La médecine, je dirais, puisque maintenant, c'est complètement mêlé, puisque tu as des pensants et des médecins, exécuteurs, en fait. Donc maintenant, ils vont venir ensemble. On l'a vu à travers le Covid, les gens qui obéissent. Donc, on n'a pas intérêt à ce que tu sois vraiment en santé. Je ne dirais pas qu'on veut vraiment ton mal, mais on ne veut pas t'arranger le coup non plus. Et puis, l'idée, c'est quand même de te vendre des choses. Donc, on te crée des problèmes et après les solutions. Ça, c'est assez typique. Okay. Donc, se défaire de ça, ça va demander d'être capable de faire un effort intellectuel de manière à structurer sa pensée pour aller chercher à qui profite tout ça, à suivre l'argent si tu préfères. D'accord. Voilà, prendre du recul par rapport aux informations. C'est vrai que de temps en temps, il faut couper sa source d'information, aller en chercher d'autres, écouter d'autres avis, les jauger et voir quel intérêt ont ces gens-là aussi d'envoyer ces informations-là. On peut aussi rejoindre ou participer à des collectifs qui sont peut-être plus proches de nos valeurs. Alors, de toute façon, il faut trouver son groupe. Parce que l'être humain étant un être grégaire, fonctionnant en troupeau, un peu comme les animaux, il faut trouver son troupeau. Donc, le pire, c'est d'être isolé dans son coin, complètement dissocié, disloqué, dans un environnement qui t'est hostile intellectuellement, voire physiquement. Donc, effectivement, je te rejoins par là même. Il vaut mieux aller chercher un groupe qui nous convient avec des gens qui supportent à peu près les mêmes idées. Sachant que ça peut être très vite nocif aussi, hein, parce qu'on peut aller vers un extrémisme qui se durcit et en ayant une analyse
toujours de la même manière, qui au final peut être très restrictive puisqu'elle ne veut plus incorporer autre chose, mais seulement se mettre en opposition par ce qui est dit globalement. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Donc j'encourage tout le monde à plutôt que d'avoir des obédiences bien strictes, je crois à ça et c'est comme ça, c'est plutôt essayer de les argumenter tranquillement et d'essayer de voir à travers toutes ces informations qui sont reçues, en quoi elles profitent celui qui les émet, hein, plutôt que de dire c'est vrai, c'est pas vrai, j'aime pas. C'est quel intérêt il a de faire ça à ce gars-là. Et évidemment, on se retrouve vite bloqué parce que dès l'instant où tu as ancré que le gouvernement, il est bon pour toi, que les politiciens cherchent à te gérer, à faire ton bonheur et que l'État est ton soutien, puisqu'on on te fabrique des routes, on te fabrique des hôpitaux, tu as entériné, ancré toute une structure qui est ton socle de pensée, comme je disais précédemment, ça va être très très dur de voir que les politiciens, en tout cas la majorité, pas tous évidemment, mais certains font partie de lobbying et font partie de consortiums économiques qui sont payés, mis en place pour justement être la main d'une politique industrielle. Ils deviennent politiciens pour pouvoir exécuter des politiques industrielles, commerciales et bancaires. Et ça échappe à beaucoup de gens parce que leur socle, c'est justement de penser que l'État-providence est là pour eux tout le temps et que c'est des gens bien, etc., et qui font de leur mieux. C'est très difficile de déconstruire ça. Ok. Et puis ensuite, après les adultes, les enfants, Gilles. C'est vrai, quand on a des enfants, pas pour moi, évidemment, mais quand ils sont tout petits, l'ambiance anxiogène qui est présente dans le foyer familial, qui peut être présente également à l'école, comment peut-on ne pas rendre leur vie justement encore plus anxiogène, peut-être la rendre plus légère, les amener un petit peu à penser par eux-mêmes? Comment on fait? Alors évidemment, un enfant de 5 ans, on ne lui parle pas de la même manière qu'un de 15, mais globalement, comment nos jeunes et plus jeunes, on pourrait les amener à justement à pas trop rentrer dans le carcan dans lequel on vit? Ça me paraît impossible de ne pas les Impossible. faire rentrer. Moi, j'ai moi-même une fille à qui on a imposé le masque et moi, je lui ai demandé de ne pas le mettre, en tout cas de respirer, de s'oxygéner. Donc, j'ai attendu d'être convoqué, évidemment, par la maîtresse qui m'a dit que je mettais ma fille en contradiction par rapport aux règles d'établissement parce qu'elle épousait la loyauté familiale, les mettait fidèles. Et je lui dis que de toute façon, moi, l'idée, c'est d'oxygéner un cerveau et qu'il va falloir habituer les enfants, y compris ma fille, à être en conflit de loyauté familiale par rapport à ce qu'une collectivité ne fait pas pour eux. Et ce qu'elle ne fait pas, c'est les oxygéner, leur permettre d'alimenter le cerveau. Donc, par là même, c'est important d'emmener les enfants à être à l'aise dans les formes de conflits intellectuels, les emmener tranquillement à pouvoir argumenter émotionnellement et intellectuellement ce qu'ils sentent et vers quelle direction ils ont envie d'aller, sans pour autant les rendre extrêmes de la même manière que le sont leurs parents et de la même manière que militent leurs parents. Et les enfants ne sont pas là pour ça. Je signale au passage que c'est aux parents de dégager le chemin pour les enfants et pas l'inverse. Parce que j'entends beaucoup de personnes autour de moi, mais énormément dans mes patients. Ah, dis donc, j'espère que nos enfants seront plus éveillés que nous et qu'ils vont nous débarrasser de tous ces problèmes. Pardon. Et c'est à nous de débarrasser la route pour nos enfants et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on a des adultes aujourd'hui, des missionnaires, pour plein de raisons qu'on a évoquées, Des missionnaires en un de seul mot, en deux mots. sidération, de sidération, et qui comptent sur les générations futures pour arranger le coup, comme on a toujours compté sur les générations futures depuis des siècles, de telle manière à ce que, en fait, notre humanité ne s'est jamais arrangée, ne s'est jamais développée. Donc, c'est aux parents de construire la route pour leurs enfants et pas l'inverse. Pas leur mettre trop la pression, de pouvoir discuter assez tranquillement avec des mots adaptés et des raisonnements adaptés aux enfants, de manière à ce qu'ils comprennent la situation, parce que les enfants d'aujourd'hui sont les futurs adultes. Hein. Donc, il faut quand même savoir qu'un enfant jusqu'à 6-7 ans n'a pas beaucoup de filtres émotionnels, donc il faut y aller doucement avec lui, de manière à ne pas le perturber. Mais je pense que la meilleure des choses, c'est de mettre à plat les situations ou comment fonctionne notre société au regard des parents, parce que chacun aura de toute manière un avis différent, et de mettre cette discussion à la portée des enfants pour qu'ils puissent s'exprimer à travers ça. Sachant qu'évidemment, un enfant aura de toute manière tendance à prendre les obédiences des parents.
Ils vont complètement épouser les idées des parents. Ça, c'est complètement logique. Ce qui paraît normal, tout à fait. Donc, on ne peut pas être objectif, du coup. Tel on est, tel nos enfants sont. Eh ben, en tout cas, merci Gilles pour cette petite séance sur justement, j'ai envie de dire, tous les ressorts psychologiques que l'on vit actuellement, essayer de mieux les comprendre, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de comprendre au niveau du vocabulaire qui arrive. On parle toujours de manipulation mentale, mais chaque ressort, peut-être que c'est intéressant pour ceux qui ont envie d'en savoir davantage, d'aller rechercher un petit peu plus loin, de voir des vidéos et de voir notre mode de fonctionnement. Comme tu as dit tout à l'heure, tu as cité 2-3 vidéos qu'on retrouve assez facilement sur YouTube. On les regarde et on se dit « Ah bon, je suis comme ça ». Et ça peut-être justement permettre d'avoir une meilleure approche, une meilleure compréhension autour de tout ça. Oui, mais ça demande aussi beaucoup d'honnêteté. Tu sais, s'informer, c'est une chose, mais l'information va toujours passer par le filtre de nos constructions, de manière à toujours argumenter nos névroses et nos problèmes. Si tu as envie de voir que le gouvernement a raison, tu vas t'informer de telle manière à ce que le gouvernement ait raison. Tu vas, toi, capturer l'information, la colliger, la structurer de manière à aller dans ton sens, dans le sens de l'argumentaire classique, quoi. Donc, c'est très compliqué parce que ça demande une détermination très forte de voir nos dysfonctionnements, notre couardise et nos zones d'ombre. Ça, c'est extrêmement important. Parce que si on part juste en quête d'information sans se remettre en cause, se demandant dans quel monde on vit et vraiment ce qu'on veut en faire et qui nous gouverne, quels sont les systèmes, parce qu'on est dans un environnement multisystémique. C'est extrêmement intéressant de le comprendre et important. Nous sommes un microsystème. Ta famille, notre famille est un macrosystème. La société est un macrosystème, et ainsi de suite. Nous vivons comme des poupées russes emboîtées dans des systèmes qui ont chacun en fait des injonctions et des codes et des avantages et des inconvénients du coup, et des bénéfices. Donc on pense toujours selon des bénéfices à étages multiples. Mais si on ne remet pas en cause les bénéfices dans lesquels on est, on ne peut pas penser. Parce qu'on rentre dans des peurs inconscientes qui vont nous titiller au fond de nous-mêmes et devenir conscientes. Si on commence à se dire, OK, le virus, on s'est foutu de nous, on a été paralysé pendant plusieurs temps, pendant 2 ans par exemple, ça remet en cause déjà ce qu'on pense sur la médecine, ça remet en cause ton médecin généraliste du coin, ça remet en cause le gouvernement, et puis peut-être que tu n'as pas envie de voir que si tu vas trop loin, tu t'opposes à tout ça, tu peux perdre ton emploi. Tu n'as pas envie de perdre ton emploi, tu n'as pas envie de perdre tes revenus, tu n'as pas envie de, je dirais, perdre ton statut social, et il faut que tu manges à la fin du mois, que tu payes ton loyer, il y a des factures. Donc tout ça, ce sont des bénéfices, en tout cas de prendre de l'information d'une certaine manière, ce sont des bénéfices qui vont t'empêcher d'aller chercher d'autres types d'informations parce que ça secoue trop. Et donc, seules les personnes qui n'ont pas peur d'être secouées peuvent aller colliger, chercher d'autres types d'informations. Ça, il faut le préciser. Donc, on n'est pas dans un macro-système, mais plutôt dans un macron-système. Hein, c'est ça. Bon. Un mot assez fin. Je te reconnais bien là. Bon, écoute, Gilles, je te remercie pour cette émission, Culture et Confiture, histoire d'étaler la confiture, de comprendre un peu comment ça se passe sur les dogmes, les croyances. Vulgariser, simplifier. Voilà, essayer de le simplifier un petit peu. On a vu que c'était pas si simple que ça de trouver des solutions. En tout cas, j'ai envie de vous dire, faites au mieux, essayons d'avancer comme on peut, et puis on se retrouve pour une prochaine émission. Ultérieurement, il y aura quelques surprises, d'autres invités à venir. Merci, à bientôt sur Human Connex. Ciao tout le monde. Salut. Salut. Culture et Confiture, l'émission qui ose, qui vulgarise la psychologie, la philosophie, les dogmes, les croyances ou encore les neurosciences. Sur Human Connex.